Bonjour à tous, chers élèves, je suis Benoît, PhD French Tutor, votre professeur de français en ligne depuis 2022, et aujourd'hui, je souhaiterais réaliser avec vous l'explication linéaire d'un poème très célèbre de Baudelaire. Je veux parler de l'Albatros. Vous êtes prêts? On y va. L'Albatros est un poème écrit par Charles Baudelaire et extrait du recueil Les Fleurs du Mal. Il appartient à la section Spleen et Idéal et il a été ajouté dans l'édition de 1861. Je vous rappelle que la première édition des Fleurs du Mal date de 1857. Ce poème a donc été ajouté postérieurement dans l'édition de 1861. Le texte est composé de 4 strophes, 4 quatrains. Ces strophes sont isométriques, c'est-à-dire que les vers qu'elles comportent ont un mètre, une mesure identique. Ici, ce sont tous des alexandrins. Ce poème décrit une scène habituelle sur les navires en pleine mer. Il s'agit de la capture des albatros par les marins pour s'amuser avec eux. Baudelaire se sert de cette anecdote pour présenter sa vision du poète, du statut du poète dans la société. Le texte peut se découper en 2 parties. La première partie renvoie aux 3 premières strophes. Ces 3 premières strophes sont consacrées au récit de l'anecdote. La dernière strophe, quant à elle, sert à présenter l'analogie de Baudelaire, l'analogie avec le poète. Je vais maintenant présenter ma problématique. Comment l'auteur s'y prend-il pour construire une image idéalisée du poète dans ce texte? Faisons la lecture du poème. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur maladroits et honteux laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. La première strophe commence par un adverbe qui sert à décrire l'habitude, souvent. Cet adverbe fait écho à l'utilisation d'un présent de l'indicatif que l'on appelle présent d'habitude ou présent itératif. C'est la même chose. Regardez le vers 2, prennent, le vers 3, suivent. Ce présent sert à décrire une action, des actions qui sont répétées. Dans cette première strophe, on peut noter la mise en opposition de 2 groupes de personnages. D'un côté, les hommes d'équipage, de l'autre, les albatros. Cette mise en opposition de 2 groupes de personnages est restituée dans l'utilisation des rimes croisées. Regardez, équipage, voyage, mer à mer. Ces rimes croisées sont utilisées tout au long du poème. D'un côté, les rimes représentent les hommes d'équipage et les autres rimes représentent les albatros. Vous avez dans cette première strophe une grande utilisation de la virgule. La virgule sert à marquer des pauses. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage, toutes ces virgules créent un rythme saccadé. Ce rythme saccadé peut représenter le ballottement du navire, le mouvement de balancier du bateau sur les flots. Regardez également l'utilisation du vocabulaire mélioratif. Vastes oiseaux des mers. Vaste renvoie aux grandes ailes de l'albatros. C'est un terme mélioratif. Notez également l'utilisation du registre épique. Baudelaire ne dit pas oiseau de la mer, il dit oiseau des mers. Il emploie un pluriel. Oiseau des mers, et puis il décrit au vers 4 la mer comme des gouffres amers. Il s'agit donc d'un pluriel épique. Cette dimension épique sert à donner une grandeur, une majesté à l'albatros.
Je vous ferai également remarquer l'utilisation d'une figure de style qui s'appelle le métaplasme. Le métaplasme est une figure de style qui consiste à modifier la forme d'un mot. Ici, vous avez mère, on lui rajoute une syllabe, amère, au vers 4. Mère, amère. Cet ajout de phonème permet de dire qu'on utilise un métaplasme. Mais métaplasme est un terme générique qui désigne toutes les figures qui concernent la modification de mots. Ici, l'adjonction d'un phonème à mère est qualifiée de prosthèse. C'est donc prosthèse, une sorte de sous-figure de style qui appartient à la grande famille des métaplasmes. Passons à la deuxième strophe. À peine les ont-ils déposés sur les planches. Les planches renvoient donc au bateau. Que c'est roi de l'azur. Roi. Encore un terme qui sert à décrire la majesté du poète. Pardon, pour l'instant, la majesté de l'albatros, mais plus tard du poète. C'est roi de l'azur. Roi, et donc, le roi est un personnage que l'on rencontre dans les épopées. C'est donc bien, encore ici, le registre épique qui est utilisé. Azur est un terme littéraire qui renvoie au ciel, mais qui peut aussi renvoyer à la mer. Les albatros sont donc les rois de l'azur. Mais, surprise, tout d'un coup, Baudelaire utilise, immédiatement après, un lexique péjoratif pour désigner l'albatros. Maladroit, honteux. Quand l'albatros atterrit sur les planches du navire, il est tout d'un coup infirme, il est handicapé physiquement, il perd sa majesté. Ces albatros laissent piteusement leurs grandes ailes blanches. Là, vous avez des termes amélioratifs. Grande est un adjectif qualificatif qui fait écho à vaste, au vers 2. Blanche sert à décrire, certes, la couleur des ailes de l'albatros, mais notez également que c'est un terme qui renvoie à la pureté. Donc, ces grandes ailes blanches, comme des avirons, traînèrent à côté d'eux. L'albatros perd sa majesté, il perd sa grandeur une fois qu'il atterrit sur ce navire. Notez, depuis le début du poème, l'utilisation de l'allitération. Première strophe, souvent, s'amuser, albatros, suivre, glissant. Deuxième strophe, ces rois de l'azur, laisse. Ce sifflement peut représenter le glissement du navire sur les vagues. Passons à la troisième strophe. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule. Ici, vous avez une périphrase pour désigner l'albatros, voyageur ailé, qui est héritier de toute une tradition littéraire. En effet, on va découvrir à la quatrième strophe que l'albatros renvoie en fait au poète. Or, ce voyageur ailé me fait penser à un texte de Platon qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ et qui s'intitule Ion. Dans Ion, Platon décrit le poète comme, je cite, Platon le décrit de la façon suivante, je cite, « Le poète est une chose légère, ailée et sacrée, qui ne peut produire avant d'être inspirée par un dieu, de perdre sa raison et de se mettre hors d'elle-même. Tant qu'un homme conserve la possession de son intellect, il est incapable de faire œuvre poétique et de chanter des oracles. » Fin de citation. Platon décrit déjà le poète comme une chose ailée. Mais attention, parce que dans Ion, le poète est décrit de façon péjorative en fait. Platon dit que le poète est un instrument des dieux pour que ces derniers passent leur message. Les dieux prennent possession des poètes, les poètes entrent en transe et ils écrivent leurs poèmes, parce que les dieux leur ordonnent de le faire ou s'expriment à travers eux. C'est donc péjoratif dans la vision de Platon, parce que le poète ne dispose d'aucune indépendance. Il n'est pas maître de sa créativité. Or ici, comme on le constate déjà, le poète est décrit d'une façon méliorative. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, encore l'utilisation d'un vocabulaire péjoratif. Gauche et veule font écho à maladroit et honteux dans la deuxième strophe. Lui naguère si beau qu'il est comique et laid. Notez l'utilisation de l'antithèse, beau et laid. Vous avez donc bien cette opposition qui est marquée entre le vocabulaire amélioratif, l'albatros quand il est dans le ciel, et l'albatros quand il est sur le bateau où il devient handicapé. Comique et laid.
Vous avez également, dans les 2 vers suivants, la maltraitance de l'albatros par les hommes d'équipage. Notez que les hommes d'équipage sont désignés de façon anonyme. Vous avez l'un au vers 11, l'autre au vers 12. Cet anonymat sert à représenter l'anonymat de la foule, des gens qui constituent une société, comme on va le voir dans la dernière strophe. L'un agace son bec avec un brûle-gueule. Vous avez ici une maltraitance physique de l'albatros. L'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Autrement dit, il se moque de lui. Vous avez ici une maltraitance morale. Notez dans cette 3e strophe l'utilisation de 3 phrases exclamatives qui servent à représenter la stupéfaction de Baudelaire devant cette scène. Et en même temps, son désespoir, peut-être. Dernière strophe. Le poète est semblable au prince des nuées. Nous passons donc ici à l'analogie de l'albatros et du poète. Le poète, notez qu'ici il prend une majuscule, c'est encore un moyen de représenter sa majesté. Le poète est semblable au prince des nuées. Prince fait écho à roi au vers 6, encore un titre de noblesse, encore l'utilisation donc du vocabulaire épique. Vous avez dénué aussi, qui est un pluriel, même si ce terme est généralement utilisé au pluriel. Le poète est semblable au prince des nuées. C'est une comparaison. Le poète est le comparé, prince des nuées est le comparant. Et semblable à est l'outil de comparaison. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Ce vers numéro 14 est souvent laissé de côté par les commentateurs. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Le poète est semblable au prince des nuées. Les nuées, je vous rappelle que ce sont des nuages larges, épais et obscurs, qui annoncent une tempête. Justement, vous avez tempête au vers 14. Que peut représenter cette tempête ? Que peut représenter cet archer ? Archer, donc, c'est une personne qui tire des flèches. Cela peut représenter les critiques des gens de la société. Le poète n'en a que faire. Le poète ne s'occupe pas des critiques que lui font les gens. Il s'en moque tant qu'il est dans le ciel. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées. Quand il atterrit sur le sol, il est exilé. Il est donc dans une situation d'infériorité. Les huées, je vous rappelle que ce sont des cris qui servent à manifester une hostilité, une réprobation. Ces ailes de géant, encore une fois, vous avez un terme qui renvoie à la grandeur des ailes du poète. Ce terme fait écho à vaste et à grande dans les 2 premières strophes. Ces ailes de géant l'empêchent de marcher. Il est handicapé par son propre corps. Une remarque importante sur la taille des ailes de l'albatros, cette grandeur des ailes renvoie à la création poétique, renvoie à la capacité immense qu'est celle du poète, la capacité de création immense qu'est celle du poète. Voilà pour l'explication linéaire de ce texte. Nous allons donc répondre à la problématique. Comment l'auteur s'y prend-il pour construire une image idéalisée du poète ? Eh bien, il fait une comparaison avec les albatros. Les albatros sont des oiseaux majestueux. Quand ils sont dans le ciel, ils dominent la société parce qu'ils sont en hauteur. Ils ont une vision globale des choses. Mais en plus, ils sont dans le ciel, donc ils sont proches des dieux. Il est vrai qu'ils sont seuls, ils sont isolés, mais cet isolement les rend uniques. Cet isolement en font des êtres à part. Le poète est un être à part. Vous avez donc dans ce texte la réactivation d'un topos, d'un lieu commun, cette idée, on l'a vu avec Platon, que le poète est un interlocuteur privilégié des dieux. Ce thème, nous le retrouvons également dans un autre poème de la section Spleen et Idéal, c'est le poème qui s'intitule Bénédiction. Dans Bénédiction, le poète est décrit comme un enfant maudit par sa mère. Vous avez également ici l'image du poète maudit qui apparaît. Baudelaire était un poète maudit, c'est-à-dire qu'il n'était pas compris par ses contemporains. Il était mis à l'écart par la société de son temps parce qu'il n'était pas compris. J'espère que c'est plus clair. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne PhD French Tutor. N'hésitez pas également à liker les pages PhD French Tutor sur les réseaux sociaux. Mon adresse
mail se trouve dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à me contacter. Je suis Benoît, PhD French Tutor, votre professeur de français en ligne depuis 2022. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et je vous dis à bientôt.